Le cri de ma fille a résonné dans le salon, comme un coup de tonnerre brisant la vitre de mon âme. Ces mots, « Tu es un poids dans ma vie », ont transpercé ma poitrine plus profondément que toutes les aiguilles que j'ai piquées dans mes doigts en 50 ans de couture. Je suis Marguerite, j'ai 72 ans et j'ai construit chaque brique de cette maison avec la sueur de mon travail de couturière. Mais aujourd'hui, pour Céline, je ne suis qu'un vieux meuble encombrant sa décoration. Ce qu'elle a oublié, c'est que les vieux meubles cachent parfois les actes de propriété et les clés du coffre-fort. J'étais assise dans mon fauteuil en simili-cuir marron, celui que j'ai acheté avec l'argent de la robe de mariée de la fille du maire il y a 30 ans. La télévision diffusait une émission quelconque, mais je ne prêtais aucune attention. Mes yeux fixaient le tapis qui avait besoin d'être aspiré, tandis que mes oreilles captaient le murmure venant de la cuisine. Céline et son mari Jérôme chuchotaient. Ce genre de chuchotement de ceux qui complotent, qui font des calculs avec l'argent des autres. Je savais que le sujet était la rénovation de la terrasse aménagée qu'ils voulaient faire. Une terrasse dans une maison qui n'avait même pas de barbecue jusqu'au mois dernier. Tout payé avec ma retraite et le loyer des 2 studios que je possède dans l'arrière-cour. Maman, il faut qu'on parle sérieusement. Céline est entrée dans le salon en s'essuyant les mains sur un torchon, avec cette tête de quelqu'un qui a sucé un citron et n'a pas aimé. Jérôme l'a suivie, les mains dans les poches, regardant le sol. Il a toujours été un garçon mou, de ceux qui acquiescent à tout pour éviter les ennuis. « Vous pouvez parler, ma fille », ai-je répondu en ajustant mes lunettes. « C'est encore à propos de l'argent du maçon ?»« Ce n'est pas seulement une question d'argent, maman. C'est une question d'espace, de vie. » Elle gesticulait trop, signe qu'elle était nerveuse. « On veut recevoir les amis de Jérôme demain pour un barbecue, et vous restez là dans ce fauteuil avec cette télévision à fond. Ça gâche l'ambiance, vous comprenez? Ça crée une atmosphère lourde. » J'ai respiré profondément. C'est ma maison, Céline. Le fauteuil est à moi. La télévision est à moi. Vous êtes venu passer quelque temps ici quand Jérôme a perdu son emploi, et ça fait maintenant 3 ans. C'est là que le barrage a cédé. Le visage de ma fille s'est transformé en un masque de haine. À toi. À toi. Tout est à toi, a-t-elle hurlé. Mais qui s'occupe de tout? C'est nous. Qui t'emmène chez le médecin? C'est moi. Qui supporte tes manies? C'est moi. Tu es un poids dans ma vie, maman. Je n'en peux plus de te voir assise là, à juger tout ce qu'on fait. Tu es un frein. Le silence qui a suivi le cri était assourdissant. Jérôme a tenté de poser sa main sur son épaule en murmurant « Un calme-toi, Céline ». Mais elle s'est dégagée. Je ne suis pas tombée dans son piège. Je me suis levée lentement, sentant cette petite douleur habituelle au genou. J'ai marché jusqu'au buffet de l'entrée où se trouvait mon sac. « Maman, où allez-vous » Céline a demandé, le ton de voix changeant légèrement. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon sac en cuir synthétique et mon trousseau de clés. Pas les clés de la maison, mais les clés de mon ancien atelier dans une galerie du centre de Lyon. « Tu as dit que tu ne supportes plus me voir, ma fille. Je te rends service. » J'ai fermé la porte. Je suis allée jusqu'à la station de taxi au coin de la rue. Mes jambes tremblaient, mon cœur battait de façon irrégulière, mais je ne pleurerai pas dans la rue. Je suis Marguerite, la couturière la plus demandée de ce quartier pendant 40 ans. Je ne suis pas un poids. Je suis la structure. Je suis montée dans le taxi et j'ai demandé l'hôtel central. Pendant que la voiture glissait dans les rues éclairées, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que j'avais fait pour elle. Je suis arrivée à l'hôtel et j'ai fait l'enregistrement. Je suis montée dans la chambre, j'ai verrouillé la porte et finalement j'ai laissé mon corps s'effondrer sur le lit. J'ai pleuré pendant 20 minutes, mais après les larmes est venue la clarté. Je me suis assise au bureau de la chambre et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application bancaire. Le compte était joint, une erreur que j'avais commise il y a 3 ans. J'ai regardé le relevé. Il y avait des débits de restaurants, de stations-service, de grands magasins, tout sortant de ma retraite. Un poids, ai-je murmuré pour moi-même, sentant une force ancienne se réveiller. Je n'avais pas besoin de me battre, je n'avais pas besoin de crier. Je devais juste couper le fil. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent.
J'ai commencé à utiliser l'application bancaire. Transfert, pas vers l'épargne à laquelle elle avait accès, mais vers un compte numérique que j'avais ouvert il y a quelques mois sur l'insistance de la conseillère bancaire. Je n'avais jamais utilisé ce compte, mais le mot de passe était noté dans mon agenda. J'ai saisi les montants, le solde du loyer qui était entré vendredi, le reste de la retraite, le fonds de réserve que je gardais pour les urgences de la maison. J'ai tout transféré. J'ai laissé dans le compte joint seulement 10 €, juste assez pour acheter peut-être un paquet de mouchoirs pour sécher les larmes quand la réalité frapperait. Ensuite, je suis allée sur le site de la carte bancaire. J'étais la titulaire. Elle avait la carte supplémentaire. Bloquer la carte temporairement. Un clic. Fait. Celle de Jérôme aussi, que j'avais permis de faire à mon nom dans ma bonté stupide, parce que le sien était interdit bancaire. Bloqué. J'ai regardé l'écran du téléphone illuminant la chambre sombre de l'hôtel. J'ai senti un mélange de peur et de soulagement. Peur parce qu'aucune mère ne veut voir son enfant dans la difficulté. Soulagement parce que pour la première fois en année, je me sentais de nouveau maîtresse de ma vie. Ils pensent que lundi sera un jour normal. Céline va se réveiller tard, prendre le café que je n'aurais pas préparé, se plaindre que le pain n'est pas frais. Ensuite, elle prendra la voiture pour aller à la banque et au centre commercial, croyant que l'argent de la vieille inutile est là, prêt à servir ses caprices. J'ai imaginé la scène. Elle à la caisse, ou essayant de passer la carte au magasin de matériaux de construction pour acheter le carrelage de cette fameuse terrasse. Le message de solde insuffisant. La honte, la panique, la tentative de m'appeler. J'ai repensé à quand Michel, mon mari, est mort. Elle n'avait que 10 ans. Je me suis souvenu des nuits blanches à coudre pour l'extérieur, prenant des commandes de vêtements pour enfants pour garantir qu'elle ait les baskets à la mode, le cahier à couverture rigide, le yaourt de marque dans sa boîte à déjeuner. Je n'ai jamais laissé manquer de rien. Peut-être que c'était mon erreur. J'ai donné le poisson, j'ai donné la canne, j'ai donné le bateau, et j'ai même ramé pour elle. J'ai pris mon téléphone de nouveau. Il était 23 h samedi. Lundi serait le jour d'échéance de tout. La facture EDF, Internet fibre optique qu'ils avaient exigé d'installer, les charges, le crédit de la voiture qui est à son nom mais sort de mon compte. J'ai commencé à taper les numéros. J'ai d'abord appelé Monsieur Rousseau, le locataire du studio 1. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Bonjour, Monsieur Rousseau, c'est Marguerite. »« Madame Marguerite, quel miracle que vous appeliez. Il s'est passé quelque chose? Le loyer ne vient à échéance que le 5, non? Céline m'a même envoyé un message hier pour me le rappeler. » J'ai retenu mon rire. Céline toujours efficace dans l'encaissement de ce qui ne lui appartient pas. « C'est justement à ce sujet, Monsieur Rousseau. À partir d'aujourd'hui, le dépôt ne doit plus être fait sur ce compte joint. Je vais vous donner les coordonnées de mon nouveau compte, seulement le mien. Et autre chose, si Céline ou Jérôme se présentent chez vous pour demander de l'argent ou réclamer quoi que ce soit, dites-leur que vous avez traité directement avec la propriétaire. Mais, Madame Marguerite, Céline a dit qu'elle gérait tout maintenant parce que vous étiez, enfin, elle a dit que vous étiez un peu confuse. Ma mémoire est excellente, Monsieur Rousseau. Si bonne que je me souviens que le contrat est à mon nom. Faites ce que je demande ou nous devrons revoir votre présence dans le bien immobilier. Non, non. Je déposerai où vous me direz, Madame Marguerite. J'ai raccroché. J'ai fait la même chose avec Madame Lefebvre du studio 2. Voilà. Le robinet était fermé. J'ai pris mon téléphone de nouveau. Mode avion. Non, mieux. J'ai bloqué le numéro de Céline et celui de Jérôme. S'ils veulent me parler, ils vont devoir découvrir où je suis. Et pour ça, ils vont devoir se souvenir que j'existe en tant que personne, pas en tant que distributeur automatique. Je me suis couché dans le lit de l'hôtel, les draps sentant la lavande industrielle. Différent de l'odeur de l'adoucissant fait maison de ma maison, mais c'était l'odeur de la liberté. J'ai fermé les yeux et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas prié en demandant de la patience. J'ai prié en demandant du courage. Céline a crié que je suis un poids. Eh bien, ma fille, maintenant tu vas découvrir combien pèse ta propre vie quand personne ne la porte pour toi. Je me suis réveillée avec une lumière étrange, envahissant la chambre. Ce n'était pas le soleil qui entrait par la fente de mon store à la maison. C'était une lumière blanche, filtrée par les rideaux épais de l'hôtel. Pendant une seconde, mon cœur s'est emballé,
perdu dans le temps et l'espace, jusqu'à ce que l'odeur de lavande industrielle me ramène à la réalité. Le réveil de chevet marquait 8 heures. Un dimanche normal, je serais déjà debout depuis 6 heures, préparant le déjeuner, balayant la cour avant que le soleil ne chauffe. Aujourd'hui, mon seul engagement était envers moi-même. Je me suis levé lentement. Je suis descendu pour le petit déjeuner. La salle de l'hôtel était tranquille. L'odeur de pain frais et de café m'a embrassé. Je me suis servi de fruits, un morceau de 4/4, et me suis assise près de la fenêtre. Pendant que je mangeais, j'observais le mouvement faible de la rue. Des gens allant à la messe, des familles se promenant. Personne là-bas ne savait que moi, Marguerite, la couturière veuve, j'étais sur le point de retirer le tapis sous les pieds de ma propre fille. Après le café, j'ai décidé que je devais aller à mon sanctuaire, l'atelier dans la galerie du centre de Lyon. J'ai pris un taxi à la porte de l'hôtel. La galerie était fermée au public, mais j'avais la clé du portail latéral. Le couloir était sombre et silencieux. J'ai marché jusqu'au bout du couloir où une porte en bois massif exhibait une petite plaque dorée que j'avais polie moi-même la semaine dernière. Marguerite Couture. J'ai tourné la clé. J'ai allumé la lumière. Là il était, mon monde. Les portants avec quelques robes de soirée que je louais, protégées par des housses en plastique. Ma table de coupe, grande, en bois noble. Et dans le coin, ma vieille Singer à pédales. Je suis allé au fond du magasin où se trouvait un petit bureau. J'ai écarté un mannequin vêtu d'une robe de mariée jaunie par le temps et j'ai tiré un cadre du mur. Derrière lui, le coffre-fort. J'ai tourné la combinaison. Le clic sec du verrou s'ouvrant a été de la musique pour mes oreilles. À l'intérieur du coffre, il n'y avait pas de barre d'or, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus précieux, des papiers. J'ai sorti les dossiers poussiéreux et les ai posés sur la table. L'acte de propriété de la maison où Céline et Jérôme dormaient maintenant. Les actes de propriété des 2 studios de l'arrière-cour, les anciens contrats de location et, le plus important, un dossier rouge où je gardais mon assurance contre les tempêtes. J'ai ouvert le dossier rouge. Là se trouvait l'inventaire de succession que j'avais fait quand mon mari est décédé il y a 22 ans. Tout, absolument tout, était à mon nom. J'avais l'usufruit viager. À l'époque, Céline avait signé les papiers sans les lire, pleurant la mort de son père, faisant confiance que sa mère s'occuperait de tout. Et je me suis occupée. Je me suis tellement occupée que je l'ai transformée en une arrogante inutile. Je me suis assise dans le fauteuil, pivotant du bureau, et j'ai commencé à organiser les documents. J'ai pris une vieille calculatrice à grandes touches qui se trouvait dans le tiroir. J'ai commencé à additionner la valeur des loyers, ma retraite, les rendements d'un petit placement que mon mari avait laissé et que je n'avais jamais touché et que Céline ne rêve même pas qu'il existe. Le montant total ne me rendrait pas riche, mais me donnait quelque chose qu'aucun argent n'achète, l'autonomie. Mes yeux sont tombés sur une vieille photo accrochée à un tableau en liège au-dessus de la table. Moi, plus jeune, tenant Céline dans mes bras. Elle devait avoir 4 ans, souriante, édentée, accrochée à mon cou. J'ai senti une pointe dans la poitrine. Où est passée cette petite fille? À quel moment entre les biberons et l'université ai-je perdu le contrôle de l'éducation? J'ai créé le monstre qui voulait maintenant me dévorer. La faute était mienne, oui, mais la rédemption le serait aussi. Pendant que je feuilletais les documents, mon esprit a voyagé vers ma maison. J'ai imaginé la scène qui devait se passer maintenant. Midi, dimanche. Le barbecue. Jérôme doit avoir allumé le grill portable qu'ils ont acheté le mois dernier. Céline doit être dans la cuisine préparant la mayonnaise, se plaignant que je n'ai pas épluché les pommes de terre. Les amis doivent arriver. Des gens jeunes, bruyants. Ils vont manger, boire, rire, et à un moment, quelqu'un va demander « Où est Marguerite ?» Et Céline, avec ce sourire faux qu'elle a entraîné pour les réseaux sociaux, va dire « Ah, maman n'est pas très bien. Elle est partie passer quelques jours chez une tante à la campagne pour se reposer. » Vous savez comment c'est, l'âge, elle devient confuse. J'ai pris un cahier de notes qui se trouvait dans le tiroir. Plan de reprise, ai-je écrit sur la première page. Point 1, la banque. Demain, lundi, je serai à la porte de l'agence à 10 heures du matin. Je veux parler avec la conseillère. Je veux révoquer la procuration que j'ai donnée à Céline pour gérer le compte joint. Point 2,
les studios. Les locataires déposent le loyer directement sur le compte qui est maintenant vide, le compte joint. Je leur ai déjà téléphoné. Le 5 est mercredi. Dommage. Point 3. La maison. C'est ma maison. Je l'ai construite. Demain, après la banque, je rendrai visite au cabinet de Maître Bernard, l'avocat. Je dois savoir comment retirer le nom de Céline de la facture EDF et eau, sans qu'il coupe l'approvisionnement immédiatement. Ou peut-être laisser couper sera la leçon dont ils ont besoin. Je me suis réveillée avant même que le réveil du téléphone ne sonne. Il était 6h30 du matin d'un lundi qui promettait d'être historique. Je me suis levée du lit de l'hôtel sans sentir cette rigidité habituelle dans les articulations. Il semblait que le corps savait qu'aujourd'hui, il devait être prêt pour la guerre. Je suis allée jusqu'à la valise et j'ai choisi mes meilleurs vêtements. Pas cette robe de rester à la maison. J'ai mis un pantalon en lin beige bien repassé et une chemise sociale blanche que j'avais cousue moi-même. J'ai ajouté un blazer gris que je portais seulement au mariage et enterrement. J'ai passé un rouge à lèvres couleur chair, j'ai peigné mes cheveux blancs en arrière et j'ai mis mes boucles d'oreilles en perles. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'ai pas vu un poids. J'ai vu une femme d'affaires. Je suis sortie de l'hôtel à 9h. La banque ouvrait à 10h, mais je voulais être la première de la file. Je me suis assise sur le banc d'attente de l'agence, observant le mouvement de la rue à travers la vitre blindée. Quand la porte tournante a été libérée, je suis entrée avec la posture droite. Le gardien, M. Patrick, qui me connaissait depuis des années, a souri. « Bonjour, Madame Marguerite. Vous êtes venue retirer votre retraite. Aujourd'hui, vous êtes élégante. » « Bonjour, Patrick. Aujourd'hui, je suis venue régler des affaires de grandes personnes, » ai-je répondu en lui faisant un clin d'œil. Je suis allée directement au bureau de gestion. Sandrine, ma conseillère, une jeune femme très attentionnée, a écarquillé les yeux quand elle m'a vue. Elle était habituée à me voir en pantoufles, accompagnée de Céline qui parlait toujours pour moi. « Madame Marguerite, il s'est passé quelque chose ?»« Où est Céline ?» a-t-elle demandé. « Céline vit sa vie, Sandrine, et je suis venue reprendre la mienne. J'ai besoin que vous annuliez maintenant, à cet instant, la procuration qui donne les pouvoirs à ma fille pour gérer mon compte. Et je veux annuler toutes les cartes supplémentaires, la sienne et celle de Jérôme. » Sandrine s'est arrêtée avec la main sur la souris. Elle m'a regardée par-dessus ses lunettes, percevant que le ton de ma voix n'admettait pas de négociation. « Vous êtes sûr ? Cela va bloquer leur accès immédiatement s'ils essaient de les utiliser. C'est exactement ce que je veux. » J'ai coupé doucement mais fermement. Ils ont dit que je suis un poids. J'enlève ce poids de leurs épaules. Faites-le, s'il vous plaît. Pendant que Sandrine tapait frénétiquement sur l'ordinateur, je sentais un calme glacé parcourir mon corps. Voilà, Madame Marguerite. Procuration révoquée. Carte bloquée pour perte et vol. Les nouvelles cartes arriveront à votre adresse dans 5 jours ouvrables. Envoyez à ma boîte postale, Sandrine. Je ne veux rien qui arrive là-bas à la maison pour l'instant. Je suis sortie de la banque avec la sensation d'avoir perdu 10 kilos. Mais le travail ne faisait que commencer. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé M. Rousseau. Il a répondu à la 2e sonnerie. J'ai confirmé le changement de compte pour le dépôt du loyer. J'ai fait la même chose avec Madame Lefebvre. Voilà, le robinet était fermé. Il était 11h. J'ai décidé d'allumer le téléphone avec l'ancienne puce, juste par curiosité. L'appareil a presque planté avec tant de notifications qui sont entrées d'un coup. Il y avait des dizaines d'appels manqués, de messages textes, de messages vocaux sur WhatsApp. J'ai ouvert la conversation de Céline. L'évolution du désespoir était presque comique, si ce n'était tragique. 9h. Maman, où es-tu? On doit parler. 9h30. Maman, je suis passée à la station-service et la carte a donné une erreur. Tu as touché à quelque chose? 10h15. Maman, le conseiller de la banque a dit que la carte est annulée. J'ai le réservoir plein et je n'ai pas de quoi payer. Réponds, bon sang. 10h45. Marguerite, ce n'est pas drôle. Jérôme essaie de payer la facture de la rénovation et ça a donné solde insuffisant. Tu as retiré l'argent, tu es devenue folle? J'ai tout lu assise sur un banc de la place, sentant la brise sur mon visage. Folle. C'est toujours ainsi qu'on appelle la femme âgée qui décide de ne plus être un paillasson. Quand on sert, on est des saintes. Quand on dit non, on est folle. Je n'ai pas répondu.
Le silence est une réponse complète. Ma prochaine étape était le cabinet de Maître Bernard. Le bâtiment était ancien, avec un ascenseur à grille. Le cabinet sentait le bois et les vieux livres. Maître Bernard, un homme de mon âge, m'a reçu avec une poignée de main ferme. « Marguerite, ça fait combien de temps? Depuis la succession de Michel, n'est-ce pas? Asseyez-vous. » J'ai raconté toute l'histoire, sans pleurs, sans drame, juste les faits. Le cri, l'humiliation, l'exploitation financière. Il écoutait, hochant la tête, notant sur un bloc jaune. La situation est délicate émotionnellement, Marguerite, mais juridiquement c'est simple, a-t-il expliqué. La maison est à vous. Ils habitent là par faveur. On appelle ça un prêt à usage verbal. Vous pouvez reprendre la maison à tout moment. Je ne veux pas expulser ma fille à la rue, Maître Bernard. Je ne suis pas un monstre. Mais je veux qu'ils sachent qu'ils sont là par faveur. Je veux qu'ils paient les factures de consommation, électricité, eau, Internet. Tout est à mon nom, en prélèvement automatique sur le compte que j'ai vidé. Maître Bernard a souri. Alors quand les factures vont arriver à échéance et ne seront pas payées, le nom sali sera le vôtre, Marguerite. C'est dangereux. Je sais. C'est pour ça que je suis venue ici. Je veux notifier la compagnie d'électricité et d'eau que je n'habite plus là temporairement et demander la déconnexion ou le transfert de titularité. S'ils veulent de l'électricité, qu'ils la mettent à leur nom. Préparer la mise en demeure informant que le prêt à usage gratuit est révisé et qu'à partir du mois prochain, je facturerai un loyer s'ils veulent continuer à occuper la maison principale. Je suis sortie du cabinet avec les papiers en cours. Il était déjà plus de midi et j'avais faim. Je suis entrée dans un restaurant simple, j'ai commandé un filet de poulet avec salade. Pendant que je mangeais, mon téléphone a sonné. C'était le numéro fixe de ma maison. J'ai hésité. Et si quelque chose de grave s'était passé? J'ai respiré profondément et j'ai répondu. « Allô ?» Ma voix est sortie calme, contrôlée. « Allô, maman ?» Enfin, le cri de Céline a presque fait exploser le haut-parleur. « Où es-tu? Tu as idée de ce qui se passe ici ?» J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai attendu qu'elle arrête de crier. « Je déjeune, Céline, et pas besoin de crier. Je ne suis pas sourde. » Déjeuner? Je suis coincée à la station-service depuis 2 heures. J'ai dû laisser ma montre en garantie parce que la carte n'est pas passée. Jérôme est allé essayer d'acheter du matériel et a eu honte au magasin. « Qu'as-tu fait avec les comptes ? » L'application dit que je n'ai pas accès. J'ai pris une bouchée de salade, mastiquant lentement. « Je n'ai rien fait avec tes comptes, ma fille. J'ai juste fermé les miens. » Il y a eu un silence de l'autre côté. Un silence de choc. « Comment ça? L'argent est à nous, c'est de la famille. L'argent est à moi, Céline. C'est de ma retraite et des loyers des biens immobiliers que j'ai achetés et construits. Vous avez dit samedi que je suis un poids, que je gêne, que je suis un frein dans votre vie. Eh bien, je vous laisse léger, sans le poids de ma présence et par conséquent, sans le poids de mon argent. » Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est de la cruauté. On a des factures à payer aujourd'hui. La cruauté, ma fille, c'est dire à une mère qui a dédié sa vie à vous que vous êtes un obstacle. Maintenant, vous avez l'opportunité merveilleuse de prouver que vous n'avez pas besoin de ce poids. Je vais te retrouver, maman. Je vais appeler la police. Tu as volé mon argent. Un rire sec, sans joie. Appelle la police, Céline. Montre-leur de qui est le compte, de qui sont les biens immobiliers et de qui est l'argent. J'attendrai. Ah, et encore une chose. J'ai appelé M. Rousseau et Mme Lefebvre. Le loyer de ce mois ne tombe plus entre tes mains. J'ai entendu un son étouffé de l'autre côté. Tu n'as pas fait ça. On comptait sur cet argent pour payer la carte de crédit. J'ai raccroché. Le mardi matin, j'étais debout à la fenêtre de l'hôtel quand j'ai vu l'huissier de justice partir en direction de mon ancien quartier. Maître Bernard m'avait prévenu. La mise en demeure serait livrée aujourd'hui. 30 jours pour libérer les lieux. À 9 heures, le téléphone de Maître Bernard a sonné. Marguerite, c'est fait. L'huissier a livré la notification. Ils ont signé la réception. Êtes-vous prête pour la suite? Plus que jamais, Maître Bernard. Allons-y. Nous sommes arrivés à la maison dans la voiture noire et discrète de l'avocat. Le portail était entrouvert. Je suis entrée dans le salon. L'odeur était d'environnement fermé, mélangée avec des restes de pizza. Céline était au milieu du salon,
décoiffé, tenant la notification judiciaire comme si c'était un serpent venimeux. Jérôme était assis sur le canapé, pâle. Quand ils m'ont vu, le silence est tombé comme une guillotine. « Bonjour », ai-je dit avec une voix ferme. Maître Bernard est resté juste derrière moi. « Toi », a-t-elle sifflé, pointant son doigt vers mon visage. « Tu es devenue complètement folle, maman? Envoyer un huissier de justice dans notre maison? M'expulser de la maison où je suis née? La maison est à moi, Céline, et la réalité, ma fille, c'est exactement celle que tu as dans les mains. » Jérôme s'est levé, essayant d'assumer une posture d'homme de la maison. « Madame Marguerite, c'est absurde. Asseyons-nous et parlons en famille. »« Pas besoin d'avocat. Jérôme, ai-je coupé sèchement. Il n'y a plus de nous et il n'y a plus de conversation de famille quand le respect sort par la porte. » Céline a froissé le papier et l'a jeté par terre. « Je ne vais pas partir. Tu ne peux pas me sortir d'ici. Je suis ta fille, j'ai des droits. » Et autre chose, elle a changé de ton. « Tu n'es pas bien de la tête, maman. Tout le monde le sait. Tu sors de la maison sans prévenir, tu bloques tout. C'est de la démence. On va demander ta mise sous curatelle. J'ai déjà parlé avec un médecin ami de Jérôme. Tu vas être mise sous tutelle et je vais assumer la curatelle de tout. » J'ai regardé Maître Bernard et j'ai fait un léger signe de la tête. Il a ouvert son attaché-case et a sorti un document relié. « Céline, Jérôme », a commencé Maître Bernard avec sa voix de tribunal. « Avant que vous ne poursuiviez avec cette menace de mise sous tutelle, je suggère que vous lisiez ce rapport d'expertise. Un certificat de santé mentale complet émis vendredi dernier par un expert psychiatre renommé et enregistré chez le notaire. » ai-je répondu en croisant les bras. J'ai fait un bilan complet, ma fille, neurologique et psychiatrique. Le rapport atteste que je suis en pleine possession de mes facultés mentales, lucide, orientée et parfaitement capable de gérer ma vie et mes biens. Céline a lu, les yeux courants, sur les lignes techniques. La couleur disparaissait de son visage. « Vous avez pensé que j'étais une vieille idiote, n'est-ce pas ?» ai-je continué. « Vous avez pensé que vous pouviez m'appeler folle et m'enfermer dans une chambre pendant que vous dépensiez mon argent. Mais j'ai cousu ce coup point par point. N'importe quel juge qui regardera cette demande de mise sous tutelle maintenant va voir ce qu'elle est réellement, mauvaise foi et cupidité. Vous avez 30 jours, ai-je déclaré. Maître Bernard a expliqué dans la notification. Si vous voulez rester ici après ce délai, nous devrons signer un contrat de location. La valeur sera celle du marché. J'ai sorti de mon sac les protocoles de déconnexion. L'électricité et l'eau sont à mon nom. J'ai demandé l'annulation des contrats. Vous avez 3 jours ouvrables pour transférer à votre nom. Si vous ne le faites pas, la coupure viendra. Tu vas couper l'électricité ? Jérôme a demandé incrédule. Avec nous à l'intérieur ? La maison est à moi, mais la gestion du foyer maintenant c'est à vous. Payez l'électricité, payez l'eau, achetez la nourriture. Je suis sorti de la maison. L'air dehors semblait plus propre, plus léger. Le soir même, j'ai visité un studio près du parc de la Tête d'Or, petit, lumineux, avec un balcon où tenait ma machine à coudre. Validé, ai-je dit. Je veux les clés le plus rapidement possible. Mon téléphone neuf a sonné. C'était Monsieur Rousseau. Madame Marguerite, Céline est apparue ici. Elle est venue réclamer le loyer. Elle était agitée. Jérôme était avec elle. Il semblait qu'il allait forcer le portail. « Et qu'avez-vous fait ?» J'ai montré le message que vous m'avez envoyé et j'ai dit que j'avais déjà fait le virement sur votre nouveau compte. J'ai dit que s'ils insistaient, j'appellerais la police. Et ils sont partis en insultant. Le lendemain, Maître Bernard m'a envoyé un message. « Marguerite, je viens de recevoir un email de l'avocat que Jérôme a essayé d'engager. Il semble que le monsieur leur a expliqué qu'avec le rapport médical que nous avons présenté et la documentation des biens immobiliers à votre nom, toute tentative judiciaire de leur part est un suicide. Ils ont été conseillés de négocier la sortie à l'amiable. J'ai répondu, il n'y a pas de négociation sur le délai, 30 jours. Mais dites que s'ils sortent dans 15 jours, je paie le déménagement. Je suis encore mère après tout. Le soleil du matin entrait par le balcon de mon nouvel appartement comme un invité d'honneur. Cela faisait exactement 30 jours que j'étais sortie de cette maison avec seulement mon sac et une dignité blessée. Aujourd'hui, pendant que l'odeur de café frais remplissait la petite cuisine du studio, je me sentais 10 ans plus jeune.
Il n'y avait pas de télévision allumée sur des programmes de ragots. Il n'y avait pas de cris. Il y avait seulement le son rythmique et réconfortant de ma machine à coudre installée face à la vue du parc. L'interphone a sonné. C'était le gardien avertissant que le camion de déménagement était arrivé à l'ancienne adresse. J'avais promis de payer le déménagement s'il sortait en 15 jours et j'ai tenu parole. Aujourd'hui était le jour de l'inspection finale et de la remise des clés. Le taxi m'a déposé devant le numéro 45 de la rue des Acacias. Le portail était ouvert. Le camion de déménagement occupait le devant du garage, avalant des canapés, des boîtes et cette télévision gigantesque qu'ils avaient achetée avec mon argent. Je suis entrée. La maison résonnait. Sans les tapis, sans les rideaux, le salon semblait énorme et triste. J'ai trouvé Céline dans la cuisine. Elle emballait des assiettes dans du papier journal. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée. Elle était plus maigre, avec des cernes profonds que le maquillage ne cachait pas. Il n'y avait plus cette posture arrogante. Il y avait de la fatigue. La fatigue réelle de celle qui a découvert combien coûte le kilo de riz et la facture d'électricité. « Bonjour maman », a-t-elle dit, la voix basse, sans me regarder dans les yeux. « Bonjour Céline. »« Le camion est presque plein », ai-je commenté en gardant un ton neutre. Jérôme est entré par la porte de derrière, transpirant, portant une lourde caisse. Il s'est arrêté en me voyant et a baissé la tête dans un salut respectueux. « Madame Marguerite. »« Maman, vous allez habiter ici toute seule ?» Céline a demandé en fermant la dernière boîte avec du ruban adhésif. « Non. Cette maison est trop grande pour moi. Je vais la mettre à l'agence immobilière pour la louer. Avec la valeur du loyer d'ici et des studios, je vais très bien vivre dans mon appartement et il restera même de l'argent pour voyager. » Céline a levé les yeux. J'ai vu une larme têtue couler, mais elle l'a séchée vite. « Ça a été très difficile ces jours-ci, maman. On a eu honte. On a dû demander de l'argent emprunté à oncle Philippe. » Le nom de Jérôme s'est sali de nouveau. « J'imagine, ma fille, la vie d'adulte sans petite roue d'apprentissage est pleine de chutes. Mais vous avez survécu. Regardez-vous. Vous déménagez. Vous avez un toit, vous avez la santé. Personne n'est mort parce que le robinet s'est asséché. Au contraire, il semble que vous vous soyez réveillé. » Elle a lâché un soupir tremblant. « Tu avais raison, » a-t-elle murmuré si bas que j'ai à peine entendu. On s'est installé dans le confort. Moi, j'ai été horrible avec toi. Ce que j'ai dit sur le fait que tu es un poids. J'ai levé la main, l'interrompant. Céline, le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne de la bouche pour dehors. Le pardon, on le construit avec le temps, en voyant le changement. Je ne garde pas de rancœur, parce que la rancœur rend malade, et je compte vivre de nombreuses années en bonne santé. Mais les choses ont changé. Je suis ta mère, je le serai toujours. Si tu tombes malade, je serai à l'hôpital. Si tu as faim, je te donnerai une assiette de nourriture. Mais ma vie financière, ma maison et mes décisions, celles-là maintenant sont blindées. J'ai accompagné les deux jusqu'au portail. J'ai vu le camion partir, emportant les restes d'une vie de dépendance. Je suis retournée à l'intérieur de la maison vide. L'écho de mes pas sur le parquet sonnait comme de la musique. Je suis sortie de là, j'ai fermé le portail et je n'ai pas regardé en arrière. L'après-midi est tombé doucement quand je suis arrivée à mon atelier dans le centre. J'ai décidé de rouvrir le magasin au public. La plaque Marguerite Couture brillait, polie. Dès que j'ai ouvert la porte vitrée, la sonnette a tinté. C'était Madame Lefebvre. « Madame Marguerite, j'ai appris que vous étiez revenue en force. Je suis venue apporter un 4/4 pour le goûter. Après que vous avez repris les rênes et retiré votre fille de l'administration, l'immeuble est devenu une paix. Plus personne ne frappe à notre porte pour réclamer des charges supplémentaires inventées. » J'ai souri en acceptant le gâteau. L'ordre a été rétabli, Madame Lefebvre. Plus tard, j'ai reçu un message sur le téléphone neuf. C'était une photo. Céline et Jérôme assis par terre dans le salon de la nouvelle maison, mangeant une pizza directement de la boîte. La légende disait « Première nuit dans la nouvelle maison ». Tout est dans des cartons, mais c'est ce qu'on a. Merci d'avoir payé le déménagement, maman. Et pardon, j'ai regardé la photo. La maison était simple, le sol était en céramique ancienne, les murs avaient besoin d'une couche de peinture, mais c'était à eux. Ils payaient. Cette pizza avait le goût de la responsabilité. Je n'ai pas répondu avec de longs textes.
J'ai envoyé seulement un emoji pouce levé. J'ai fermé l'atelier à 18 heures. J'ai marché dans les rues du centre, regardant les vitrines, sentant le pouls de la ville. Je suis passé devant une agence de voyage. Une affiche annonçait « Excursion dans le sud de la France, groupe senior ». Je me suis arrêté. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Cheveux blancs bien peignés, posture droite, blazer aligné. Je ne voyais pas une vieille. Je voyais une femme qui venait de gagner la plus grande bataille de sa vie, sans élever la voix, juste en levant la tête. Je suis entré dans l'agence. « Bonjour mademoiselle. Je voudrais des informations sur ce forfait pour le sud de la France. Chambre individuelle, s'il vous plaît. J'aime l'espace. » Je suis sorti de là avec le contrat signé et le voyage programmé pour le mois suivant. J'allais voir la mer, sentir le sable sous mes pieds, sans personne pour me presser. Je suis retourné à mon studio le soir. La pleine lune illuminait le parc dehors. Je me suis assise dans mon fauteuil en velours bordeaux et j'ai pris mon verre de vin. La transformation n'a pas été seulement externe. Le changement s'est produit ici à l'intérieur, dans le silence de ma poitrine. J'ai découvert que l'amour maternel ne peut pas être une ancre qui nous fait couler avec le navire. L'amour maternel parfois doit être le vent fort qui pousse le bateau au loin pour qu'il apprenne à naviguer seul. Céline a dit que j'étais un poids. Aujourd'hui, je comprends qu'elle avait raison, mais pour les mauvaises raisons. J'étais le poids de sa conscience. En partant, j'ai emporté ce poids avec moi et j'ai laissé pour elle la légèreté insupportable de devoir être adulte. J'ai bu une gorgée de vin. Demain, je vais me réveiller tôt, pas pour faire le café pour les autres, mais pour marcher dans le parc. Je vais voir les fleurs, je vais saluer les chiens, je vais vivre. J'ai 72 ans et la sensation nette que ma vie ne fait que commencer. J'ai regardé la machine à coudre dans le coin du salon avec la lumière du réverbère incident sur l'aiguille argentée. La vie est comme la couture. Parfois, on rate le point, le fil s'en mêle, le tissu se déchire. Mais tant qu'on a du fil sur la bobine et de la fermeté dans les mains, on peut toujours raccommoder, ajuster et créer quelque chose de nouveau, de beau et surtout à nous. Je suis Marguerite. Je ne suis pas un poids, je ne suis pas un obstacle, je ne suis pas le passé. Je suis la maîtresse de mon histoire. Et le prochain chapitre, celui-là je vais l'écrire avec des lettres dorées et vues sur la mer. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.